Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce 12-13. Le plan canicule de niveau 2 déclenché dans 6 départements du sud-ouest, un plan qui impose des salles climatisées dans les maisons de retraite et qui active des cellules de veille dans les hôpitaux. Rappel de prudence également si vous circulez en voiture. Cette fin de semaine, ce chassé-croisé sous la fournaise impose quelques bons réflexes aux automobilistes. Nous ferons le point avec Rebecca Benbourek en direct de l'aire de Lançon de Provence dans les Bouches-du-Rhône sur l'autoroute A7. L'incendie de la Cano maîtrisé ce midi. Le feu a détruit au moins 550 hectares de végétation depuis hier. Sur le terrain, quelques 250 sapeurs-pompiers restent mobilisés. Le train trop cher, c'est le résultat d'un sondage mené auprès des clients de la SNCF, des passagers qui ont par ailleurs toujours autant de mal à comprendre la multitude de tarifs et de réductions. Un peu de fraîcheur, malgré tout, dans ce 12-13, nous partirons en croisière sur les canaux alsaciens avec des touristes néophytes, mais qui s'appliquent au passage des écluses. Il y a toujours quand même une ou deux personnes qui a expérimenté, donc qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Puis ben voilà, on obéit, on est des bons petits marins. Et voici la carte du ciel pour ce vendredi après-midi. Pas de surprise, du soleil partout, peut-être pour la première fois de cet été. Prévision complète tout à l'heure avec Florence Klein. Le plan canicule de niveau 2 est donc déclenché dans 6 départements du sud-ouest. Les voici. Il s'agit du Gers, de la Haute-Garonne, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Une carte qui pourrait évoluer ces prochaines heures. La situation est suivie avec beaucoup d'attention, notamment dans le Massif central, la région centre et la Bourgogne. Ce plan, piloté par les préfectures, mobilise des cellules de veille au sein des hôpitaux et impose également aux maisons de retraite des zones rafraîchies pour les résidents, des dispositions mises en place après la crise de l'été 2003. À Sauvagnon, dans les Pyrénées-Atlantiques, le reportage de Valérie Gavois et Benoît Bracco. On nous annonce une très forte chaleur, donc il faut rester au frais, hein, absolument. À la vôtre. Il faut boire, Madame Despères, hein. Il faut surtout boire. Hein, Aujourd'hui, le directeur est particulièrement attentif au bien-être de ses résidents. Il faut dire qu'à 11 h, le thermomètre affichait déjà 28 degrés. Les précautions les plus simples ont donc été mises en place, boire régulièrement, rester au frais. La canicule de 2003 est toujours dans les esprits. Depuis 2003, donc, la loi nous oblige à avoir au moins une salle climatisée. L'établissement ayant ouvert en 2005, nous avons toute cette grande galerie qui est climatisée, ainsi que la salle de restaurant. Depuis 8 ans, chaque été, les maisons de retraite mettent en place le plan bleu afin d'accompagner les personnes âgées face à la chaleur. Mais pour l'instant, ces pensionnaires semblent sereins. Comment vous la vivez, vous, ces grosses chaleurs? Formidablement bien. Moi, je ne suis pas, vous savez, moi j'ai fait 20 et quelques années d'Afrique. Alors, la chaleur, j'ai pas peur de la chaleur. J'ai un petit frigo d'abord dans ma chambre et je me fais porter des petites boissons, des jus de pommes, etc. Et des fruits. Je mange beaucoup de fruits. Demain, il faudra encore faire preuve de vigilance car le thermomètre va grimper pour atteindre au cœur du Béarn les 35 degrés. Alors les températures devraient dépasser parfois les 40 degrés. C'est la journée de dimanche qui sera la plus chaude. Rappel de prudence si vous avez des enfants, si vous travaillez en plein air ou si vous avez tout simplement l'intention de faire du sport cette fin de semaine. Pierre-Yves Salic. Il y a ceux qui n'ont pas le choix. Sur les routes ou les chantiers, si les horaires de travail ne sont pas toujours décalés, il faut se ravitailler souvent auprès de la glacière. 1,5 litre par jour, d'eau fraîche mais pas trop glacée. Le conseil est le même pour tous ceux qui peuvent éviter le coup de chaud. De l'eau donc et pas d'alcool, peu de café ou de soda, trop diurétique. De l'eau aussi en brumisateur ou en douche pour tous, plusieurs fois par jour. Avant de sortir, je douche ma fille pour qu'elle ait moins chaud avec les cheveux mouillés, mais c'est très dur. Et à la maison, je la laisse en couche parce qu'il fait trop chaud et il fait meilleur dehors que dedans. À la maison, justement, fermez fenêtres et volets dès le matin. Et si ça ne suffit pas, un séjour de 2 ou 3 heures au cinéma ou au rayon frais de votre supermarché n'est pas interdit. Côté repas, privilégiez les salades de crudité, les fruits riches en eau. Entre 11 h et 21 h, évitez de vous exposer au soleil. Le sport n'est vraiment pas conseillé aux heures les plus chaudes. Et de toute façon... Il faut boire plus souvent et puis la tenue, elle est plus légère aussi, bien sûr. C'est donc une question de bon sens, mais il n'est pas inutile de répéter et répéter les mêmes conseils. Il faut boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Éventuellement utiliser un brumisateur pour s'humidifier et puis un ventilo, voilà ce que je conseillerais. Mais surtout rester à l'abri dans les périodes chaudes.
Fatigue, vertige, nausées et crampes musculaires sont les symptômes du coup de chaud. N'attendez donc pas, il vous faut de l'eau et vite. Et le ministère de la Santé met en place une plateforme téléphonique pour répondre à vos questions. Canicule, info, service est joignable au 0800 06 66 66. Appel gratuit du lundi au samedi de 8h à 20h. Prudence également si vous prenez le volant cette fin de semaine. Rouler dans ces conditions de très forte chaleur nécessite là encore quelques précautions. On retrouve en direct de l'aire de Lançon de Provence Rebecca Benbourek. Bonjour Rebecca. Il s'agit bien sûr de conseils simples mais essentiels, en particulier lorsque l'on circule avec de très jeunes enfants. Oui, bonjour Florian. Effectivement, il commence à faire très chaud ici. Le soleil est presque au zénith et on frôle les 30 degrés. 38 degrés sont attendus dans le Vaucluse. Alors évidemment, quand on prend la route, surtout avec de jeunes enfants, mais aussi les personnes âgées, il faut le rappeler, il est conseillé de faire des pauses très régulières, mais aussi de bien s'hydrater, surtout que la circulation s'annonce très chargée aujourd'hui. Bison futé, la classe orange. Alors sur la route, il y a aussi des aménagements prévus justement pour soulager les automobilistes. Alors oui, effectivement, sur l'aire de repos où je me trouve, à Lançon de Provence, il y a un dispositif spécial qui est installé avec plusieurs animations, des jets d'eau, vous le voyez derrière moi. Il y a des endroits ombragés pour pouvoir se relaxer, des jeux pour les enfants, toujours à l'ombre. Et évidemment, je vous le rappelle, il est conseillé, très fortement conseillé, de s'arrêter au moins toutes les 2 heures. Merci beaucoup, Rebecca Benbourek en direct de Lançon de Provence sur l'A7. Et voici justement les prévisions de Bison futé pour ce nouveau chassé-croisé du week-end. Pas de gros soucis ce vendredi après-midi. Ce sera vert partout en revanche. Demain, samedi, la journée est classée rouge dans le sens des départs mais aussi des retours. Un accident a fait 22 blessés, dont 2 graves ce matin sur l'autoroute A10 à hauteur de Mer dans le Loir-et-Cher. Les victimes se trouvaient à bord d'un bus immatriculé au Luxembourg, circulant dans le sens province-Paris. Le bus a basculé dans le fossé pour une raison qui reste à déterminer. Le pronostic vital est engagé pour l'un des 2 blessés graves. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes à Lacanau en Gironde. L'incendie qui s'est déclaré hier en début d'après-midi a déjà détruit près de 550 hectares de végétation. 2 pompiers ont été blessés. Anaïs Barr. Dès l'aube, les Canadaires ont repris leur ronde. De l'eau, larguée par tonnes, pour lutter contre les dernières flammes et éviter que la chaleur et le vent ne les ravivent. Une opération pour l'instant couronnée de succès. Le feu, on peut le dire, est calé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de propagation. Notre point de vigilance, c'est que le vent qui s'est remis à souffler, semble-t-il, dans le sens est-ouest, ne conduise pas à rallumer l'incendie et à le propager vers la partie ouest, où il y a des campings et une population importante. La journée s'annonce caniculaire, 38 degrés à Lacanau. Les pompiers, 250, restent donc très vigilants et vont continuer toute la journée à sécuriser la zone. Pour l'instant, les évacuations ne sont pas du tout envisagées et nous adapterons notre situation et notre dispositif au gré de la journée en fonction des changements de vent. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes dans des conditions parfois pénibles. 2 d'entre eux ont été légèrement blessés hier soir. Profitant de la baisse des températures, ils ont progressivement gagné du terrain sur les différents foyers. Là, pour l'instant, on a comme ordre de surveiller la lisière. Et la priorité, c'est éviter qu'ils sautent. L'incendie s'est déclenché hier après-midi près d'une route. L'hypothèse d'un mégot jeté par un automobiliste est privilégiée, mais l'enquête devra déterminer précisément les causes du départ du feu. Par précaution, la fréquentation de tous les massifs forestiers de Gironde a été interdite. Au total, 500 hectares de jeunes pins ont été réduits en cendres. Et sur place, en direct, on retrouve maintenant Denis Salle. Bonjour Denis, la bonne nouvelle de la matinée, c'est donc que les pompiers sont finalement parvenus à fixer le front de cet incendie. Oui, selon l'expression des pompiers eux-mêmes, le feu a été calé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flammes, il n'y a plus que de la fumée. Maintenant, le travail des quelques 250 pompiers, vous le rappeliez tout à l'heure sur place, va être de circonscrire vraiment l'incendie à une zone. Il s'agit de contenir ces flammes afin de protéger les habitations, les campings aux alentours. Alors pour ça, 70 véhicules, 5 avions qui continuent à larguer sans cesse sur la zone. À noter aussi qu'on ne sait toujours pas les causes du départ de ce feu. On pense à un mégot qui aurait pu être jeté au bord d'une route. C'est souvent le cas. Les gestes comme ça, les plus anodins, peuvent avoir des conséquences dramatiques, notamment pour les sylviculteurs de la région qui subissent vraiment de plein fouet cet incendie après avoir subi un incendie déjà l'an dernier de même type.
plus évidemment les tempêtes que l'on connaît. Il s'agit aujourd'hui maintenant pour les pompiers de circonscrire cet incendie en faisant bien attention effectivement au vent qui tourne, et c'est bien ça qui fait peur au PC Sécurité ici à Lacanau. Merci beaucoup Denis Salle en direct de Lacanau en Gironde. Le procès des membres du groupe rock Pussy Riot à Moscou, le jugement devrait être rendu dans quelques minutes vers 13 h. Ces 3 jeunes femmes risquent 3 ans de camp. Elles sont poursuivies pour hooliganisme et incitation à la haine religieuse, pour avoir chanté une prière anti-Poutine dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Elles dénoncent un procès politique. Elles ont reçu le soutien de nombreuses personnalités ces derniers jours, dont Madonna et Paul McCartney. Attention, les images qui suivent peuvent choquer les téléspectateurs les plus sensibles, notamment les enfants. En Afrique du Sud, 36 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des mineurs grévistes et la police. Là, c'est passé à la mine de platine de Marikana, dans le nord-ouest du pays. C'est l'une des interventions policières les plus meurtrières depuis la fin de l'apartheid en 1994. Les mineurs armés de machettes, de barres de fer et d'armes à feu refusaient de se disperser. Ils réclament des hausses de salaire. Encore beaucoup de monde cette fin de semaine dans les gares, des voyageurs qui jugent sévèrement les tarifs pratiqués par la SNCF. 9 sur 10 estiment que les prix des billets sont trop élevés. C'est le résultat d'un sondage réalisé par la CLCV. Des clients qui dénoncent également l'opacité des tarifs. Julien Gasparuto avec Luc Lacroix. Chaque jour, ils sont des milliers à passer ici gare Montparnasse. Tous ces voyageurs ont choisi de prendre le train et pourtant ils ne sont pas très tendres envers la SNCF. C'est cher, c'est très cher. Ça a augmenté depuis peut-être 3 ans. C'est super cher maintenant à la SNCF. Les prix varient beaucoup si on les prend en dernière minute ou 3 mois à l'avance, mais sans vraiment d'indication sur savoir ce qu'il faut faire vraiment, quoi. Donc c'est un peu le mystère, on ne sait jamais quoi faire. On nous dit qu'il ne faut pas rouler en voiture et finalement on est obligé de rouler en voiture parce que ça coûte plus cher de prendre le train que de prendre la voiture. Voilà. Le prix, c'est le principal grief des voyageurs. Selon l'enquête menée par la CLCV, 88% les trouvent chers, voire trop chers. Et surtout, il manque d'informations sur ces tarifs. 40% l'estiment insuffisante, 27% la jugent opaque. Les associations de consommateurs réclament une nouvelle tarification. Nous demandons à la SNCF le prix au kilomètre, puisque nous avons pointé l'an dernier que les prix au kilomètre étaient très différents d'un trajet à un autre, avec en moyenne des tarifs plus élevés au départ des villes de province. Donc le consommateur est en droit d'avoir plus d'informations, plus de transparence sur la réalité des prix qu'il paye à la SNCF. Autre renseignement, plus de la moitié des voyageurs interrogés subissent régulièrement des retards. Seul point positif de l'enquête, l'accueil en gare. 8 voyageurs sur 10 le jugent satisfaisant. À 2 semaines et demie de la rentrée scolaire, vous avez peut-être déjà fait le plein de fournitures. Pour les retardataires qui veulent éviter la cohue dans les grandes surfaces, il y a évidemment Internet. Une société installée à Paumas dans l'Aude s'est lancée avec une certaine réussite sur ce micro-marché. Myriam Elguès avec Enrique Garibaldi. Dans cet entrepôt, le silence est d'or. Toutes les petites mains s'affairent à la préparation des colis pour la rentrée scolaire. Et ici, on ne chôme pas. Préparation, emballage, aucune seconde n'est perdue par ces employés, saisonniers pour la plupart. Au début, les premiers jours sont difficiles parce qu'on marche beaucoup, il faut se baisser, il y a quand même un petit peu de poids à soulever. Et après, on prend un rythme et du coup, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut envoyer, il faut travailler, il faut envoyer rendement. Il faut être organisé, quoi. En cette rentrée scolaire, le prix des fournitures devrait encore flamber. Ainsi, de plus en plus de consommateurs se tournent vers Internet, qui leur permettrait d'économiser jusqu'à 15%. On est très bien placé parce qu'on a de très gros volumes. On vend en masse et on achète surtout en masse, ce qui nous permet d'avoir de très bons prix. Ce leader de la fourniture scolaire sur Internet fait face à un afflux de commandes depuis le mois de juin. En moyenne, entre 600 et 1000 colis sont expédiés chaque jour. Il a donc fallu s'adapter. On a embauché, grosso modo, 90 personnes en tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de saisonniers. Et l'activité devrait encore s'intensifier la semaine prochaine avec l'arrivée de la location rentrée scolaire. D'ici la fin de l'année, cette PME devrait doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 3 millions d'euros et proposer un CDI à 7 saisonniers.
Une belle rencontre à présent dans ce 12-13. Audrey a 27 ans et sillonne 7 jours sur 7 les routes de l'arrière-pays varois. Dans sa camionnette jaune, tout ou presque, mais surtout des produits locaux. Une épicerie ambulante devenue indispensable pour les habitants de ces hameaux isolés qui ont depuis longtemps perdu tout leur commerce. Peggy Moget avec Loïc Wex. Le pain sort à peine du four, prêt à être dégusté. Il est 7 h du matin, Audrey termine de charger son camion. Fin prête à sillonner les routes du Var. À peine levée, ces vacanciers du camping l'attendent de pied ferme. La baguette et le journal livré à domicile pratiquent lorsque le premier commerce se trouve à 4 km. On a tout à notre portée. Et puis même, elle est tellement gentille que si on n'est pas là, elle nous dépose ça. Elle nous dépose ça sur notre table. Audrey, elle, n'a pas le temps pour une pause. La journée, elle commence dans l'excitation parce qu'il y a plein de gens et il faut dépanner tout le monde. Ils m'attendent comme le loup blanc et si je suis pas à l'heure, ils me grondent. À l'arrière de son vieux fourgon, des fruits, des légumes, des fromages frais. Uniquement des produits locaux, elle y tient. Bonjour. Est-ce que vous avez du lait, s'il vous plaît? Je ne plus. Ah bon, d'accord. J'ai tout vendu ce matin. Ah bon, bah écoutez, c'est pas grave. D'habitude, oui. C'était juste pour me dépanner. La jeune femme ne s'est pas lancée dans l'aventure du porte-à-porte par hasard. Élevée à la campagne, elle a vu les commerces de proximité fermés ici les uns après les autres. Il y a 2 ans, elle décide donc d'agir et crée son épicerie mobile. Le succès de la supérette à roulettes est immédiat. Ça fait penser à l'épicerie qu'il y avait avant où on allait, il manquait du beurre, il manquait quelque chose, on allait vite fait parce que maintenant on a tendance à faire les grands supermarchés. Moi j'ai pas de voiture, j'ai tout le temps vélo et moi des fois je suis très fatiguée. Je me vois mal le lundi, vous voyez ce soir j'ai du monde à aller chercher pour que 3 baguettes quoi. Vous voulez 3 pamplemousses rosés et les 2 tranches de jambon pour quand? Parce que le pamplemousse, des fruits, d'accord. Les clients ont pris l'habitude de passer commande auprès d'Audrey par téléphone. Qu'est-ce que vous êtes beau aujourd'hui. Et au fil du temps, des liens très forts se sont noués entre la jeune épicière et ses habitués. Mettez-vous encore un petit peu. J'ai du Saint-Marcelin, du Saint-Félicien, j'ai du Comté. Alors elle m'apporte ça, elle le met sur la table de cuisine, j'ai vraiment pas à me bouger, c'est bien. Je vous dis, mon mari il est en fauteuil roulant, il peut même pas bouger comme il faut. Et je suis toute seule, hein. Donc c'est bien. C'est plus qu'un rapport commerçant-client. Ça devient vraiment des affinités. On finit par même prendre soin d'eux. On range les courses. Quand on les voit pas d'une semaine sur l'autre, on les appelle. On essaye de savoir si tout va bien. Comme souvent, c'est des personnes âgées qui sont isolées. Les enfants travaillent. L'affaire n'est pas encore rentable. Mais pour Audrey, le pari est déjà gagné. Son épicerie mobile est devenue moteur d'entraide au cœur de ces villages. C'est l'événement du jour à Lille et même dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Le Grand Stade va ouvrir ce soir pour la première fois ses portes au public. Pour cette soirée inaugurale, le LOSC reçoit Nancy pour la 2e journée de championnat de Ligue 2. C'est du football bien sûr. Retour sur la naissance de ce projet qui aura coûté quelques 282 millions d'euros. Thomas Milot avec Vincent Dussossois. Tapis rouge et personnalité pour cette pose symbolique de la première pierre. Les travaux ont commencé depuis plusieurs mois déjà, mais ce 27 septembre 2010, le Grand Stade est né officiellement sur la bande de l'espoir. Je pense surtout aujourd'hui aux supporters du LOSC. Voilà, je leur dédie cette journée. Ils se sont tellement battus, ils ont été tellement patients. Il est prévu dans 2 ans, on espère y être. Et entre-temps, il va falloir faire des résultats pour que le club franchisse des étapes. Et les étapes seront également nombreuses dans la construction de cet édifice de 50 000 tonnes de béton et d'une très haute technologie. 3 ans de travaux sont prévus pour réaliser ce stade multifonctionnel, premier du genre en Europe. 3 ans c'est court pour un tel équipement, même si tout le monde est impatient de le voir fini. Quasiment au droit de la poutre transversale, ce sont les remplacements des buts. Laissez-nous encore un peu le temps pour finir la construction, ensuite on tracera le rond central, mais je vous le promets, il sera tracé. Et pourtant, le chantier va prendre un peu de retard pour différentes raisons. D'abord, une grève d'une quinzaine de jours des salariés FH qui a ralenti les opérations, puis quelques recours et des études sur les normes sismiques. Au total, les travaux prennent 5 mois de retard. Là, évidemment, il y a un peu de perturbation, il faut le reconnaître, mais ça fait partie de la vie des entreprises.
Pendant que les soucis se règlent en coulisses, curieux et supporters sont 1 millier chaque semaine à suivre l'évolution des travaux. Ça fait quelques mois qu'on vient maintenant et chaque jour on voit qu'il grandit quoi en fait. Peu à peu, ce grand stade prend forme, puis viennent les grandes manœuvres. La plus impressionnante, la pose de la charpente de 200 mètres de long qui accueille quelques temps plus tard ce toit coulissant. Une opération extrêmement délicate au millimètre près. C'est les 4 éléments là, de haut et de bas, que l'on va glisser sur les chemins de roulement que l'on aperçoit. Il y a un mois, les 8000 mètres carrés d'une pelouse girondine sont posés en quelques jours. Cette pelouse, les joueurs du LOSC ont pu la fouler hier pour la première fois. Le grand stade dans sa configuration football arrive à terme, enfin. C'est un moment rarissime dans la vie d'un club. Et en plus, c'est un moment rare dans le foot français parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un grand stade pour un club résident. Mais le grand stade n'est pas encore fini. Si les matchs de foot peuvent maintenant y être joués, toutes les autres configurations, notamment pour les spectacles, ne seront prêtes qu'en décembre. Allez, des vacances originales maintenant, pas de réservation d'hôtel ni de camping. Les touristes que vous allez découvrir sont en quête d'aventure, aventure raisonnable. Une semaine de voyage pour découvrir les canaux de l'Est de la France, direction Saverne, en Moselle, avec Alexandra Bucure et Vincent Lemel. À gauche, la famille Berger. À droite, la famille Monroe. 2 familles suisses qui cultivent ce même rêve, partir à l'assaut des canaux alsaciens. Tu passes par-dessus l'écluse, puis tu vas pousser la perche bleue. Voilà 2 jours qu'ils ont largué les amarres au port de plaisance de Saverne et déjà 45 km parcourus, plus de 20 écluses traversées. Aux manettes, Christian, le seul à avoir le permis bateau, le capitaine de l'équipage. On est quand même un peu plus tendu que si on était à la plage, on est d'accord. C'est pas... On a quand même une responsabilité d'un bateau et tout ça, mais oui, ça se passe bien. Un capitaine qui mène la barre d'une main de fer. Autorité. Ils sont en maboute. On va juste mettre les cordes pour l'écluse. D'accord. En général, il y a toujours quand même 1 ou 2 personnes qui a expérimenté, donc qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Puis ben voilà, on obéit, on est des bons petits marins. Des petits marins bien rodés maintenant, en route pour la Garde, en Moselle. Une semaine au gré du courant, vitesse de croisière 8 km/h. Alors bien sûr, ce n'est pas un yacht, mais ça y ressemble. Il y a une cuisine super bien équipée avec un four à gaz, avec un frigo congélateur. Là, on arrive dans le secteur des chambres. On a 2 chambres avec chaque chambre une salle de bain, douche. Ben voilà, c'est pas très grand. On a de la chance d'avoir des grands lits. Et puis là, on a l'accès directement à la piscine, nous. La piscine, le summum du luxe pour le plaisancier. 2 mètres carrés qui font la différence. Il n'y a aucun des autres bateaux, tous les autres bateaux qui naviguent sur ce canal qui sont la même chose parce qu'on n'a aucun qui a une piscine comme nous. Un confort à 3 000 € la semaine tout de même. Mais les vacances, ça n'a pas de prix pour Patrick et Christian. Les 2 hommes ont rêvé de faire comme leurs parents il y a 20 ans, une virée en bateau. Merci, nous saillons. Service, capitaine pirate. Et ils l'ont fait. Pour la première fois, ils ont réuni leurs 2 clans. Non, je pense que ça ne doit pas être facile pour tout le monde, c'est clair. Mais ça crée aussi des liens. On n'est pas une famille, nous, on est des amis, donc ça nous servira peut-être plus tard. L'équipage suisse est arrivé à bon port, mais pense déjà à un prochain retour sur les canaux. Rendez-vous dans 20 ans. Et avant de se quitter, voici les premiers pas d'un lionceau blanc né il y a 1 mois et demi au zoo de Bordeaux-Pessac. Naissance exceptionnelle pour cette espèce menacée, originaire d'Afrique du Sud. Un petit en pleine forme, mais qui n'a pas encore de nom. Alors vous pouvez partager vos idées, faire vos propositions via le site internet du parc animalier. Voilà, les premiers pas à suivre, les prévisions météo de Florence Klein. Prochain rendez-vous avec l'information le 19-20 ce soir présenté par Catherine Matoche. Excellent week-end, on se retrouve lundi. Merci pour votre fidélité. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.